Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Logstash. Cette fois-ci, on continue toujours sur notre stack ELK. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, du coup, on passe à Logstash. On avait vu 5-bit, metric bit, donc tout ce qui était vraiment complètement en amont. Et là, on rentre dans la stack ELK, ou plutôt LEK, on va dire, plutôt dans l'ordre. Logstash, lui, représente quoi? Alors, quand on retrouve dans Logstash des choses qui existent déjà dans les bits, c'est-à-dire l'aspect collecte de la donnée, travail quelque part de la donnée, et puis injection de la donnée, ça reste un petit peu la même chose. La différence principale, donc on retrouve quoi? Logstash, c'est quoi? C'est un ETL, donc extract, transfer, unload. C'est la fonction, on va dire, de base, avec trois volets, donc l'input, le filter et l'output. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on retrouvait dans les bits. La principale différence, donc, c'est que 5-bit, ou les bits, ont plutôt une fonction de shipper, donc c'est-à-dire quelque chose de très léger qu'on va disséminer sur chacun des serveurs sources. Quand on fait du 5-bit, on fait du log shipping, donc c'est quelque chose d'assez léger. Alors que Logstash, lui, c'est plutôt un outil de centralisation, c'est-à-dire qu'il va être capable d'être relativement robuste pour encaisser le fait de recevoir plein d'informations différentes, de les retraiter et venant de serveurs différents. 5-bit ou les bits généralement, eux, ne permettent pas de faire cette agrégation, cette centralisation. Donc Logstash le permet, mais la compensation, c'est qu'il faut plus de ressources pour fonctionner, à la différence des bits. La configuration de base de Logstash, elle se situe donc dans etc logstash logstash.yml. Donc si je me mets ici, vim etc logstash logstash.yml. Donc il y a des éléments de base, donc vous avez les settings, quasiment tout est commenté. Vous avez l'endroit où il stocke ses data, puisque l'intérêt de Logstash, c'est qu'il sache retrouver dans un fichier où il en est arrivé, ou à quel timestamp il en est arrivé, qu'il soit capable de se retrouver par rapport à la source de données qu'on lui envoie ou à laquelle il est connecté, qu'il puisse savoir si la donnée il l'a déjà reçue ou pas, ou il l'a déjà traitée ou pas. Donc ça peut être par un phénomène de temps, par d'autres phénomènes exactement. Il a donc des délais, donc de prise en compte d'éléments. On parle aussi de pipeline, donc Logstash, son principe c'est de faire une sorte de pipeline finalement, cette ETL. Donc on parle aussi de pipeline. La possibilité d'avoir plusieurs workers, comme je vous disais, donc c'est un outil de centralisation qui a besoin d'encaisser quand même de la charge, parce que généralement il traite de la donnée. Dans les données traitées, il y a aussi pas mal de regex souvent. Donc du coup, dans le filter, on reverra ça plus tard, et du coup ça nécessite quand même un peu de ressources. Et là en l'occurrence, si vous avez une machine avec pas mal de CPU, ça va permettre de paralléliser un petit peu, et ça va être assez ça va être un peu plus sympathique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans cette conf? Il y a plein de choses, faut vraiment se poser dedans. Le mode debug, s'il est activé ou pas, bien sûr. Je me semblait qu'il y avait autre chose. La memory, la queue, la manière de fonctionner par queue, est-ce que c'est en mémoire ou est-ce que c'est sur fichier, en mode persistant sur disque, le chemin du coup de la queue, si elle est sur disque persistant. La capacité des pages, du coup, la taille maxi en bytes de la queue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le log level qu'on retrouve avec la localisation des logs également de Logstash. Alors c'est des choses qui sont plutôt intéressantes à connaître quand on l'utilise avec Docker, où on a besoin de savoir un peu où est-ce qu'on doit mettre de la persistance ou pas de la donnée. Donc voilà un petit peu, donc ça c'est son fichier de configuration, on va dire générique. C'est pas celui qui permet de traiter l'ETL, donc l'input, le filter et l'output. Donc pour ça, les inputs, ils sont de différents types. Donc on a les bits qu'on a déjà vu jusqu'ici. On a les types aussi de type un peu database, donc on va retrouver du Elasticsearch, du Redis ou d'autres. Les drivers également, donc là ça va permettre aussi de compléter, notamment sur les databases, tout ce qui est JDBC, par exemple Postgres, on va pouvoir se connecter sur un serveur Postgres pour récupérer les datas d'une base de données. Les outils de log cloud, notamment CloudWatch,
donc vous allez pouvoir récupérer les informations de CloudWatch avec. Les message queues, donc ça on a déjà fait, vous revenez à quelques vidéos en arrière, on a pris comme source Kafka également, mais on peut faire du PubSub. Les fichiers, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc l'aspect file. L'exec shell, donc ça peut être un fichier, une commande shell, qui va être source d'information, hein, donc le input, au niveau de Logstash. Donc aujourd'hui, hein, surtout, on n'est que sur l'input. On le verra également, ça peut être sympa. On peut avoir des inputs de type d'API, comme Twitter par exemple, ou Meetup encore. On le fera sûrement avec Twitter pour voir la collecte un petit peu de tweets sur des mots-clés donnés. Ça peut être sympa, c'est assez rigolo. Ça peut générer du trafic, faire un petit peu de test sur votre Elasticsearch qui est derrière également. Donc ça peut être sympa. Et les sockets, notamment la socket Unix. Alors, nous, on va se concentrer sur quasiment ce qu'est la plus simple. On va s'intéresser à l'input de type file. Donc nous, pour le test aujourd'hui, on va pas travailler l'output. Donc moi, je mets en place l'output le plus simple également, c'est-à-dire le file qui est local. Donc en gros, avec juste un Logstash, on ne travaille pas la partie Elasticsearch. On le travaillera plus tard. Aujourd'hui, dans les vidéos qui viennent, là, on fait que l'input. Et les quelques différents types d'input. Donc pour ça, on va se rendre donc dans /etc logstash et on se rend dans notre configuration, donc qui est toujours dans confd. Et puis ici, on va mettre file.conf par exemple. Comme on l'avait déjà travaillé lors des vidéos précédentes, donc on remet tout ça un petit peu en forme. Hop. Donc on a notre volet file d'input. Donc lui, on lui indique le chemin du fichier ou des fichiers qui nous intéressent, puisque vous voyez qu'on peut travailler avec des commandes des patterns. Donc l'avantage, c'est que vous voyez là, on a mis un étoile.log, donc j'ai pas mis d'étoile à la fin. On peut travailler avec l'étoile également à la fin sur la partie rotate, etc. On verra, il y a aussi la possibilité de faire des exclude de fichiers ou des include. Donc c'est assez pratique. On se retrouve un petit peu dans le schéma qu'on avait avec les bits notamment. Donc là, moi ce que j'ai, donc j'ai ceci, je l'enregistre. Ici dans ma home, donc je suis dans la home de Vagrant et j'ai un répertoire qui se nomme My Files. Pour l'instant, j'ai rien dedans, vous voyez. Donc l'idée c'est de reprendre ce fichier, les fichiers qui sont dans My Files et d'aller les déposer dans d'aller les traiter et les déposer dans /tmp, notamment dans un fichier qu'on va nommer output.log ou quelque chose comme ça. Voilà, output.log. Donc ça c'est assez simple. Donc là on va le tester. Je vais faire donc systemctl status de Logstash. Je pense pas qu'il soit démarré. Stash, voilà. Toc. Donc là, si, il est démarré. Donc on va redémarrer notre Logstash, on fait un restart pour prendre en compte la conf. Alors il y a la possibilité de faire des confs un peu dynamiques au niveau de Logstash, mais là on va pas s'y intéresser. Donc là j'ai mon Logstash qui tourne, parfait. Pour l'instant dans /tmp je n'ai pas d'output.log, voilà, si je le fais j'en ai pas. Et donc ce que je vais faire, je vais me rendre dans My Files et puis je vais aller éditer un fichier. Donc par exemple on va dire input.log par exemple. Voilà. Donc moi je parse tout ce qui est étoile.log. Donc là si je fais ceci, je mets 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 lignes dans mon fichier. Toc. Je check que mes logs Logstash, donc dans var log Logstash plain.log. Voilà. Et là vous voyez qu'il a dû travailler puisque en fait on se retrouve avec l'édition de notre fichier tmp. Donc si je me rends ici, je fais un 4 de mon précédent et voilà. Donc avec le contenu de mon fichier output.log, donc là cette fois-ci il a été créé et il m'a créé 4 lignes, voilà, avec un message qui comprend donc il me dit la version en question, il me dit le path, donc où est situé mon fichier en question, le host
qui l'a envoyé, donc en l'occurrence deb.elk, c'est la machine, on est en localhost hein, de toute façon. Et puis le contenu du message, donc le contenu du message c'est vraiment le contenu de la ligne, donc le 1, le 3, le 2 et le 4. Alors vous voyez que l'ordre n'est pas respecté, donc on a des paramètres d'ordre, je ne vous les ai pas remis, vous avez la doc en ligne de l'input file, vous avez la possibilité de faire un sort avant et de pouvoir ordonner les choses quand il y a un paquet comme ça à gérer, Logstash, il y a la possibilité d'agir dessus. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est le timestamp. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc si je fais une modification, si je rajoute un autre fichier qui est input2.log, lui je vais lui mettre A, B, C, D, j'enregistre, toc. Donc là je retourne voir mes logs, normalement il devrait traiter les éléments, peut-être qu'il a déjà fait d'ailleurs, je fais un cat de output, oh, bah, il est en train de le faire, hop, voilà, je refais mon cat de output du coup, donc là j'ai bien mis 1, 2, 3, 4 qu'on avait avant, hein, et j'ai A, B, C, D, et vous voyez qu'ici ma source, mon pass est différent, on est bien sur input 2, donc ça c'est cool, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc du coup, hop, ça c'est la conf, on va dire un petit peu basique de base. Ensuite, dans les paramètres, on peut lui préciser un ID. Alors c'est l'ID entre guillemets de pipeline qu'on va dire. Ça va permettre notamment quand, donc on va pas le faire forcément là, ça va permettre, hop, notre conf elle était où? Elle était ici, non? Alors vim/etc/logstash conf, voilà. Ça permet derrière ici Logstash au niveau des inputs, il va pouvoir accepter file, puis un autre file, puis d'autres éléments, donc il est capable d'encaisser pas mal de charges hein, comme je vous le disais, et d'autres fichiers de conf également à côté. Et là en l'occurrence l'ID ça va permettre d'éviter de mélanger les configurations, de mélanger les sources et de pouvoir les traiter de manière un petit peu plus efficace et un peu plus sûre. Ensuite on peut travailler avec un délimiteur, bah, tiens on va le faire. Donc hop, on copie le délimiteur, on va lui mettre ici donc un délimiteur de type point virgule, toc, voilà. Je vais restart, donc on va d'abord supprimer /rm/ alors on est ici en haut, toc, rm étoile, voilà. Et donc ici je vais faire un rm de /tmp de output log, ok, et là je vais aller éditer un autre fichier qui va être toujours un fichier qui se nomme input.log, et là je vais aller le mettre Pierre point virgule Paul point virgule Jacques, original n'est-ce pas? Donc j'enregistre ça. Oui, j'ai pas rechargé ma conf. Est-ce que je l'ai ici? Restart Logstash. Voilà. Toc. On peut faire un petit tail dessus. Là, il est en train de l'arrêter le Logstash. Il va le redémarrer. Ça va prendre quelques secondes. Voilà, donc là, il est en train de le redémarrer. Ça va aller vite. Et donc là, il va traiter les informations qui sont donc toujours dans myfile étoile.log, et puis derrière il va créer le fichier dans /tmp output. Pour l'instant il ne l'a pas encore créé. On va dézoomer un petit peu. Est-ce qu'il a quelque chose qui lui plaît pas? Non, il a l'air bien. Pourquoi il ne l'a pas traité encore? Log, ouais, ça devrait passer cette affaire. Ah, voilà, il vient de le traiter. Bon, c'est vrai que des fois au niveau synchro, alors on peut configurer les paramètres de temps, bah, je crois que j'en parle après, donc on verra ça après. Si je fais un cat du coup sur output.log, vous voyez qu'il a même pas fini son travail, il est en train de le faire, hein, mais voilà, après on n'est pas maître de tout non plus. Là il a fait Paul, il a fait Jacques, mais il n'a pas encore fait Pierre, qui est le premier élément, donc voilà, bon, il va le faire hein, de toute façon. Donc on a mis un délimiteur. Ensuite on peut rajouter un close holder 1 hour. Alors
il faut savoir qu'on a plusieurs modes. Voilà, on en parle ici. Les modes, on a deux modes au niveau de l'input de type file. On a le mode read et on a le mode tail. Le mode read, c'est quoi? C'est Logstash prend un fichier, il le lit et il ferme le fichier dès qu'il arrive à l'EOF, hein, end of file, et on n'en parle plus, quoi. Le fichier est traité. Le tail, lui, c'est différent, donc c'est le mode tail, c'est-à-dire qu'il se log, il se connecte à un fichier, en gros, il ouvre un fichier, et puis il reste à l'écoute sur ce fichier, quoi qu'il arrive, et ça va continuer. Donc là, le close holder va permettre de fermer le fichier au bout de X temps, s'il est ouvert depuis longtemps. C'est marrant qu'il ne me ressorte pas Pierre, ça me perturbe. Je l'avais bien mis, hein, Pierre, Paul, Jacques, oui, et point virgule à chaque fois, ouais. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, ça, on l'a vu, le close holder. Ensuite, on a un autre élément qui est le stat intervalle. Donc ça, c'est la fréquence de check d'un fichier. Donc là, par exemple, si je vais modifier mon fichier input et que je lui rajoute Jean, par exemple, toc. Alors, vu qu'il a l'air de cafouiller en ce moment, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, bon, ça a l'air de mieux se passer. Donc là, je lui ai rajouté Jean. Vous voyez qu'il a, il a bien traité Paul, Jacques, Pierre. Il a retraité Paul, Jacques. Et là, il a surtout traité Jean, ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il a retraité deux fois. C'est pas normal. Peut-être une conf, comme j'ai pas mal bidouillé avec. Donc là, il a traité Jean. Et donc, en fait, vous voyez qu'il a un laps de temps où, pour découvrir une modification, il lui faut un certain temps. Là, je vais lui mettre hop, voilà. Il lui faut un certain temps et ce temps est configurable, donc ça c'est quand même assez cool. Voilà, donc là j'ai bien Xavier qui apparaît. Vous voyez. Bon, je sais pas ce que j'ai eu tout à l'heure. Il m'a fait un doublon sur Jean encore. Normalement il n'est pas censé faire ça. Il ne devrait pas le faire. Et donc là vous voyez, donc il met peu de temps pour le découvrir. C'est ce temps qui est là, donc là avec le stat intervalle. Si je rajoute stat intervalle, je peux définir le temps moi-même. Donc il y a un temps par défaut qui est défini, alors je ne sais plus à combien. Ensuite, on a autre chose, on a le discover interval. Donc le discover interval, en gros, c'est un nombre de fois le stat intervalle. Donc en gros, si je mets 10 là, ça va faire 10 fois 1 seconde, donc ça va faire 10 secondes. Et c'est l'intervalle de découverte d'un nouveau fichier. Donc là, tout à l'heure, on était sur la découverte d'une nouvelle ligne, d'une modification d'une ligne ici. Mais là, ce qui est possible aussi, c'est que je crée un autre fichier. Je fais un input 2. Je vais lui mettre Patrick. Là, je crée un nouveau fichier. Donc, il faut d'abord qu'il découvre le nouveau fichier et ensuite qu'il découvre la nouvelle ligne. Donc ça met un petit peu de temps. Et donc ça, c'est le cumul, le calcul, la multiplication du discover interval, qui est le nombre de fois, fois le stat interval. Donc en l'occurrence, ça ferait 10 secondes. Si je fais un 4 là-dessus, il ne me l'a pas encore découvert. Ok. Je sais pas, il n'est pas très bien configuré mon truc, mais j'ai beaucoup bidouillé avec. Ensuite, on a l'exclude, donc on peut exclure certains fichiers. Par exemple, ici, si on veut éviter, quand on a du rotate, le rotate, on va prendre juste le point log et on va exclure tout ce qui est en étoile à la fin. On a le exit after read, donc en gros c'est toujours avec le mode read de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça permet de relâcher le fichier une fois qu'il l'a lu, on est certain que c'est fini. Par contre attention, oui, ça disable le mode discover. Ensuite, ce qui est possible, c'est uniquement lorsqu'on est en mode read, de faire alors du coup on va se le tester, hein, mais c'est pas garanti que ça fonctionne bien parce que j'ai l'impression que j'ai quand même des petits problèmes. Alors on va rm étoile déjà, on va essayer de remettre tout ça clean. On va ensuite modifier la conf ici, supprimer l'output, tiens déjà, voilà, modifier la conf, et ici on va lui rajouter donc, alors on va supprimer le délimiteur. Et on va aller dans, ici, on va rajouter le mode read. Et on va rajouter également, on va lui rajouter cette partie-ci. Donc, hop,
le fait qu'une fois qu'il a fini de lire le fichier, on peut lui imposer de supprimer le fichier. Donc c'est le delete. Donc qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a complété le fichier, qu'il a réussi à le traiter? Et bien là, on peut lui imposer de delete. On peut lui imposer également de simplement s'occuper des logs ou de faire le delete et le log. Alors, et là, on a l'option Start Position. C'est-à-dire qu'il a un fichier, il est en mode read. Donc en fait, il prend le fichier d'un bloc. Et là, on lui dit bah, qu'est-ce que tu dois faire. Donc là, il est possible de lui dire bah, écoute, tu prends le fichier depuis le début et tu le supprimes. Et ça, c'est plutôt le bon comportement à avoir parce qu'en fait, comme on est dans un cas où on supprime les fichiers en entier, à chaque fois, quand il va lire, bah, il va lire un fichier global normalement. Et donc, du coup, il vaut mieux être. Encore souvent, quand on est en mode delete, on est en mode beginning à côté. Donc, je fais ceci, je restart derrière. Où est-ce qu'il est mon restart? Hop, restart de Logstash. Voilà. Et derrière, donc du coup, je vais faire un vim de 1.log. Et là, je vais lui dire Xavier, Pierre, Paul, par exemple. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai encore le fichier. Si je fais un cat de /tmp output, je ne l'ai pas encore. Donc il faut le temps qu'il le traite. Là, vous voyez, ça y est, voilà, il vient de le traiter. Donc là, nickel, hein, j'ai bien mon Pierre, Xavier et Paul. Et si je fais un ls ici, vous voyez que j'ai plus le fichier. Pourtant, je venais de l'éditer. Si je fais un vim2.log, je fais Patrick, Jean et Michel, par exemple. J'enregistre. Donc là, j'ai mon fichier pour l'instant. Et là, vous voyez que là, il vient de traiter. Donc Jean, Michel et Patrick ont été ajoutés. Et si je fais un ls ici, hop, mon 2 est supprimé. Et ainsi de suite comme ça. Donc vous voyez, c'est l'intérêt du delete, c'est que derrière, bah, il clean, ça évite de surcharger les machines. Après, il faut juste être bien à l'aise avec, bien le configurer, bien le tester avant. Parce que quand même, on perd l'information à la fin, quoi. Donc si elle n'a pas été bien traitée, ça pose un problème. Alors ensuite, on a d'autres options. On ne va pas les tester toutes, pardon. Logstash utilise un système, alors moi j'appelle ça un pointeur, c'est pas vraiment un pointeur, mais c'est un élément qui va stocker quelque part pour dire voilà où est-ce qu'il en est arrivé dans le traitement des fichiers et de tel ou tel fichier. Donc ça, c'est ce qu'il appelle donc un endroit où il stocke l'information. Donc c'est le SysDB pass. Donc en gros c'est une espèce de database plate où il va stocker l'information. Donc on peut lui indiquer l'endroit où ça se situe, var lib logstash, enfin c'est à vous de le définir. Hein. Il a un endroit où il le fait par défaut, hein, de toute façon. Là il manque le B. Ensuite on peut lui dire, bah écoute, cet endroit-là, cet élément-là, tu le clean au bout de X jours, hein, donc tu t'amuses pas à garder des pointeurs X temps. On peut aussi rajouter un field. Voilà, on peut le faire, tiens. On peut rajouter un field, c'est-à-dire que dans mon output qu'on a là, vous voyez que bon, il est assez simple. Je vais aller lui faire une petite modification. Ici, je rajoute un champ parce que je veux le compléter. Je sais que j'ai un champ à rajouter. Voilà, l'environnement par exemple ici. Je fais ceci. Je le restart. À chaque fois, je n'ai pas fait mon restart au même endroit. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire, donc là j'ai pas de fichier, donc je fais un vim de 4.log et je vais dire serveur 1, serveur 2, serveur 3, bon, une liste quelconque, hein, mais le but c'est juste de voir le principe. Donc là pour l'instant j'ai encore mon fichier. Si je fais un cat de output.log, pour l'instant on est comme ceci. Alors, là, le fichier a été supprimé, donc on doit retrouver dans 4, voilà. Ici, je me retrouve avec mes lignes de serveurs, hein, ici, serveur 1, 2 et 3. Et vous voyez qu'il a rajouté dans ma ligne
une variable qui s'appelle env et qui est complétée avec une valeur qui est à prod. Voilà, donc ça peut être sympa, ça peut être pratique notamment pour filtrer ensuite au niveau de Kibana et aussi pour travailler l'aspect Elasticsearch, donc stockage de la data. Il y a la possibilité également d'utiliser des codecs, donc le codec par défaut c'est le plain, c'est-à-dire c'est celui, je dis pas de bêtises, ouais c'est le plain, c'est celui qu'on a ici je crois, qui permet d'avoir un format d'affichage plat. Mais sinon, il existe d'autres modèles. Non, on est plutôt en JSON là, pardon. Donc on a le format codec plain qui lui est plat complètement, en fait. Donc on est sur des fichiers plats. Il existe d'autres formats. Ensuite, on peut compléter un élément qui s'appelle le type. Et là, ça va vous définir le type. Ça va permettre aussi de faire des filtres, notamment quand on va réutiliser dans la partie filter. On l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. La partie filter de Logstash va faire un if, une condition sur le type, et pour pouvoir ensuite l'envoyer vers un index donné de Elasticsearch par exemple. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'aspect input file. On verra dans une prochaine vidéo l'input de type bit qu'on a déjà abordé par le passé, mais le but c'est de rentrer, essayer de voir différentes options et voir un petit peu plus clair dedans, et pas simplement juste l'utiliser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.